On disait que ces terres étaient maudites, mais cette nuit-là, ce ne sont pas les esprits qui ont condamné une femme, c'est la peur des hommes. Dans un village perdu de l'Ouest, une jeune femme, Elisa Thorne, revient sur les traces de sa famille. Mais ce qu'elle découvre dépasse la légende. Accusée de porter le signe du malheur, elle devient la proie d'une folie ancienne, jusqu'à ce qu'un vieil homme brisé par le passé décide de braver le destin. Feu, une histoire de vengeance, de rédemption et de vérités enfouies, où le courage d'un seul peut mettre fin à une malédiction que tous craignaient. Si tu crois que certaines histoires ne meurent jamais, écoute celle-ci jusqu'au bout. On racontait que ces terres étaient maudites, mais ce qu'ils ont fait à cette jeune femme cette nuit-là dépassait de loin toute malédiction. Elisa Thorne, 23 ans, venue de la ville, était retournée dans une bourgade oubliée de l'Ouest pour retrouver les traces de sa famille. Elle n'avait emporté qu'un simple bracelet d'argent, celui que portait autrefois sa grand-mère. Le ciel était d'un gris pâle, le vent soulevait des nuages de poussière, et chaque regard posé sur elle semblait y lire un mauvais présage. Personne ne lui adressa la parole. Les gens se contentaient de la fixer en silence. Puis, peu à peu, les murmures se propagèrent parmi la foule. Un rayon du soleil couchant se refléta sur son poignet. Une vieille femme poussa un cri, tremblante. C'est elle, celle du malheur. Elle l'a ramenée. Avant qu'Elisa n'ait le temps de comprendre, deux hommes la saisirent brutalement. Des mains rudes la traînèrent jusqu'au centre d'un champ abandonné. Ses supplications se perdirent dans le tintement des cloches et les aboiements des chiens. « Lâchez-moi! Je ne sais pas de quoi vous parlez !» cria-t-elle. Mais personne ne l'écoutait. La peur, elle, n'écoute jamais. Ils l'attachèrent à une vieille croix de bois plantée au milieu des blés morts, noircie par d'anciens feux. On lia ses poignets si fort que ses doigts devinrent froids et insensibles. Certains priaient à voix basse, d'autres faisaient le signe de croix. Un homme versa du sel en cercle autour de ses pieds nus. Le vent s'éleva, fouettant son visage et dispersant la poussière. Les villageois prétendaient vouloir protéger leur communauté. Ils disaient que la dernière personne à avoir porté ce bracelet avait provoqué l'incendie d'une grange où 3 familles avaient péri. Pour eux, Elisa était le signe du retour du malheur. Sur une colline voisine, un homme observait la scène. Jacques Harland, 58 ans, un cow-boy usé par le temps, vivait à l'écart de cette ville depuis 20 ans. Ses mains calleuses serraient les rênes, tandis que les souvenirs de sa femme et de son fils morts dans ce qu'on appelait le feu de la malédiction le hantaient encore. On le surnommait le cavalier fantôme. Sous lui, son cheval s'agita dans la poussière. Jacques caressa distraitement sa crinière, les yeux fixés sur la jeune femme. Le bracelet d'argent brillait faiblement dans la lumière du soir. Il sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, ni colère, ni pitié, mais un frisson glacial, celui d'un homme voyant le passé se répéter. Il murmura. « Pas encore !» Les villageois formèrent un cercle. Une lanterne s'éleva, projetant une lueur tremblante sur le visage d'Elisa. Pendant un instant, Jacques crut qu'ils allaient la brûler vive. Il serra les dents. Il avait déjà vu cette folie, les mêmes rumeurs, la même peur. Et il savait comment cela se terminerait, dans les cris, la cendre et les tombes. Sous son chapeau abaissé, il grogna entre ses dents. Bande d'idiots, ils y croient encore. Alors, la voix d'Elisa s'éleva, faible mais claire. Si je meurs ici, est-ce que votre malédiction cessera enfin? Le silence tomba d'un coup. La vieille femme recula, hésitante. Dans les yeux des autres, un doute naquit. Jacques hésita lui aussi. Il pouvait s'en aller et oublier, ou tenter d'empêcher ce qui allait se produire. Le vent redoubla, la lumière de la lanterne vacilla, les liens d'Elisa se tendirent. Jacques prit une longue inspiration. Son cheval piaffa. Il savait qu'il ne pouvait plus se taire. Car s'il restait immobile, une innocente mourrait encore pour un mensonge. Il fit avancer sa monture. Dans le souffle du vent, il entendit la jeune femme murmurer une prière, ou peut-être une malédiction. Et, pour la première fois depuis 20 ans, Jacques Harland décida d'en découvrir le sens. Un coup de feu retentit, sec et net, brisant la nuit. Les villageois s'immobilisèrent. La lanterne tomba et éclata, projetant une flamme vacillante sur la terre sèche. Dans l'obscurité, une silhouette s'avança lentement à cheval, Jacques Harland, chapeau baissé, le fusil levé. « Détachez-la », dit-il calmement. Sa voix n'était ni dure ni menaçante, mais elle portait une autorité à laquelle nul n'osa répondre.
Personne ne bougea. Alors, Jacques tira une nouvelle fois. Cette fois, dans le ciel. L'écho du coup résonna à travers la plaine, roulant comme un tonnerre. Quelques hommes prirent la fuite, les autres reculèrent en marmonnant que le diable venait les chercher. Quand le silence retomba, il ne resta plus qu'Élisa et le vieux cow-boy. Jacques descendit de cheval, ses bottes s'enfonçant dans la poussière sèche. La jeune femme semblait minuscule, les poignets marqués par les cordes, le visage couvert de larmes et de poussière. « Jamais cru que je rejouerais les héros », murmura-t-il. Il sortit son couteau, coupa les liens, et la rattrapa avant qu'elle ne s'effondre. « Doucement, tu es en sécurité maintenant. » Ses jambes ne la portaient plus. Jacques la souleva, la plaça sur la selle et mena le cheval vers la route du canyon. Le ciel s'assombrissait, gonflé de vent. Ils atteignirent enfin sa petite cabane, dissimulée derrière une rangée de pins. À l'intérieur, l'air sentait la fumée et le cuir. Jacques l'enveloppa d'une couverture, puis lui tendit un gobelet d'eau. La voix d'Élisa n'était qu'un souffle brisé. « Pourquoi m'ont-ils fait ça ?» Jacques resta silencieux, son regard fixé sur le bracelet d'argent brillant encore à son poignet. « Les gens ont peur, répondit-il enfin. Et quand ils ont peur, ils cherchent toujours quelqu'un à accuser. » Elle tremblait, la respiration saccadée, une douleur tordant ses traits. Elle murmura alors quelque chose d'étrange, presque inaudible. Plus profond, vite, à l'intérieur. Jacques fronça les sourcils, incertain qu'elle divaguât ou qu'elle rêvât. Il posa une main rugueuse sur son épaule. « Tu vas t'en sortir, petite. Repose-toi un moment. » Leurs regards se croisèrent. Il y lut la peur, mais aussi un éclat de confiance. Cette image réveilla en lui un souvenir douloureux, sa propre fille pleurant près du feu, demandant pourquoi on les disait maudits. Il ravala ce souvenir, resserra la couverture autour d'Élisa. Dehors, le vent frappait les volets, et une planche claquait contre le mur comme un battement de cœur. Jacques resta longtemps assis face aux flammes mourantes. Il savait que cette histoire n'était pas terminée, le bracelet n'avait pas fini de hanter les vivants. Le matin se leva lentement, gris, chargé d'odeurs de pluie et de remords. Jacques sortit, une tasse de café à la main, scrutant la crête au loin. Le monde semblait figé. Dans la cabane, Élisa observait le feu, le bracelet entre les doigts, comme s'il contenait les réponses qu'elle cherchait. « C'est qui, escroc ?» demanda-t-elle. Jacques se figea. Ce nom le traversa comme un vent froid. « Silas Crow, répondit-il. L'ancien propriétaire de la ferme où tu étais attaché. Alors il existe vraiment ? Assez réel et assez dangereux, aussi. » À midi, ils reprirent la route. La plaine s'étendait, vaste et silencieuse, seulement troublée par le vent sifflant dans les herbes sèches. Jacques parlait peu, une main toujours proche de son arme. Lorsqu'ils arrivèrent, la ferme paraissait abandonnée. Toit effondré, moulin bancal, odeur de cendres anciennes. Élisa descendit du cheval, monta sur le perron. Un craquement retentit à l'intérieur. « Reste près de moi, » dit Jacques. Un vieil homme sortit de l'ombre, barbe blanche, regard perçant. « Silas Crow. T'aurais pas dû revenir, » lança-t-il. « Et toi, t'aurais dû dire la vérité, il y a 20 ans, » répondit Jacques d'une voix dure. Silas eut un ricanement amer. La vérité ne nourrit pas un village, cow-boy. La peur, oui. Avant que Jacques ne réplique, 2 hommes surgirent derrière la grange, nerveux, armés d'une pelle et d'un couteau court. « On dirait que t'as amené du monde, » fit Jacques. Le combat fut bref et brutal. Jacques frappa le premier, son poing percutant la mâchoire du plus grand. Ses os craquèrent, mais il tint bon. Élisa, armée d'un bâton, manqua sa cible, mais effraya l'autre assez longtemps pour que Jacques l'assomme. Quand la poussière retomba, Silas restait immobile, haletant. Sur le perron, Élisa aperçut un carnet jauni. Elle l'ouvrit, un journal. Les lignes qu'elle lut changèrent tout. Des confessions, des mensonges, des noms de villageois, la vérité sur cette soi-disant malédiction. Ce n'était pas une malédiction, murmura-t-elle. Juste des hommes trop lâches pour affronter leurs fautes. Jacques resta figé. Son propre passé refaisait surface. Sa femme, sa fille, morte dans cette mine qu'il croyait maudite. Il comprit alors que les fantômes qu'il haïssait n'avaient jamais existé. Élisa posa une main douce sur son bras. « Ce n'était pas ta faute. »
Peut-être que tu es la fille que je n'ai jamais pu élever, souffla-t-il. Le vent se remit à souffler, mais il semblait plus léger, comme si la terre elle-même avait enfin trouvé le repos. Cette nuit-là, le feu brûlait au-devant la cabane. Jacques et Élisa se tenaient face aux flammes. Entre eux, le journal ouvert et le bracelet d'argent. Ce dernier brillait doucement sous la lumière du brasier. « Vas-y, » dit Jacques. Elle hésita, puis lança le bijou dans le feu. Les flammes l'avalèrent avec un sifflement, le métal disparaissant dans la braise. Silas Crow observait à distance, appuyé sur sa canne. Son visage semblait creusé, mais ses yeux étaient calmes. Il ne dit rien. Quand tout fut fini, il tourna les talons et s'enfonça dans l'obscurité. Peut-être prêt, lui aussi, à disparaître avec ses mensonges. « Tu crois qu'il regrette ?» demanda Élisa. Jacques remua les braises. « Certains hommes regrettent. Mais trop tard. » Ils restèrent là, sans parler, écoutant le vent dans les pins. Puis Jacques la regarda. « Tu as déjà monté un cheval ?» Seulement sur un manège, répondit-elle avec un faible sourire. Le lendemain, Jacques sellait son vieux cheval et sortait une autre monture, poussiéreuse, oubliée depuis des années. « Tu apprendras sur celui-là, » dit-il. Il l'aida à monter, une main posée sur l'arène pour la stabiliser. « Mon fils tombait toujours de cette jument avant de trouver l'équilibre, » dit-il en esquissant un rare sourire. Il venait ici chaque matin à cheval. Il disait que leur fils courait le long de la clôture, riant si fort que même les oiseaux s'arrêtaient de chanter. Élisa baissa les yeux vers lui. « Et qu'est-ce qui leur est arrivé ?» demanda-t-elle. La voix de Jacques se fit plus douce, la mine, celle qui s'est effondrée. Les gens parlaient d'une malédiction, mais je sais maintenant que ce n'était pas ça. Il esquissa un sourire, un de ceux où la douleur et la paix se mêlent. J'avais juste besoin qu'on me rappelle que la vie continue, même quand elle vous met à terre. Le cheval avança d'un pas. Le soleil du matin traversa la brume, chaud et doré. Élisa rit en perdant presque l'équilibre, et Jacques la rattrapa par le bras. Pour la première fois depuis des années, il rit aussi. Pourtant, au fond d'eux, ils savaient que le passé n'en avait pas fini avec eux, et que ce qui les attendait derrière ce lever de soleil serait peut-être la vérité la plus difficile à affronter. La lumière se répandait doucement sur la vallée, donnant à ce monde jadis maudit une apparence presque tendre. Debout près de la barrière, Élisa et Jacques observaient les chevaux paître au loin. Les vieilles planches craquaient sous les bottes de Jacques, qui se pencha légèrement, les mains appuyées sur la rambarde. « Tu crois que tu vas rester ?» demanda-t-il. Élisa sourit. « Pour un moment, oui. Il faut bien que quelqu'un veille à ce que tu ne fasses pas trop de bêtises. » Jacques laissa échapper ce rire grave et profond propre au cow-boy. « Alors, je suppose que je suis coincé avec toi. » Un silence apaisant s'installa, rythmé seulement par le vent, l'herbe qui ondulait, et la vie qui reprenait doucement. Jacques se tourna vers elle. « Tu sais, pendant des années, j'ai cru que cette terre me détestait, qu'elle me punissait pour quelque chose que je n'avais pas fait. Mais ce n'était pas la terre, c'était moi. J'étais celui qui refusait de lâcher prise. » Il frappa doucement le poteau de la clôture, comme pour en tester la solidité. « Et tu m'as montré qu'elle tenait encore debout. » Élisa hocha la tête. « On porte tous nos fantômes, certains font juste plus de bruit que d'autres. » Il la regarda, le visage adouci par la lumière du matin. « Tu me rappelles que même les cicatrices les plus profondes finissent par s'effacer, à condition d'arrêter d'y toucher. » Elle sourit. « On dirait qu'on a tous les deux appris quelque chose. » Jacques s'approcha du foyer, là où reposaient les cendres du bracelet. Il prit une poignée de poussière froide et la laissa glisser entre ses doigts. « C'est drôle, tu sais. Pendant des années, les gens ont craint une malédiction, mais la seule vraie malédiction, c'était d'y croire. » Le vent emporta les dernières cendres à travers le champ. Élisa les regarda flotter, scintiller un instant dans la lumière avant de disparaître. « Même les fantômes ont besoin d'un endroit où se reposer, » murmura-t-elle, sa voix douce portée par la brise. Ils sellèrent leurs chevaux et s'éloignèrent ensemble, vers l'horizon sans fin. Plus de peur, plus de malédiction, seulement la vie, telle qu'elle devrait être. Deux silhouettes avançant vers l'inconnu, prêtes à recommencer. Peut-être que c'est ça, au fond, le plus grand ennemi n'est pas ce que les autres disent de nous, mais ce qu'on finit par croire soi-même. Peut-être qu'aucune malédiction n'existe vraiment, seulement des histoires qui attendent quelqu'un d'assez courageux pour les réécrire.
Et quelque part, dans ta propre vie, il y a sans doute une vérité que tu n'as pas encore osé déterrer. Parce qu'en fin de compte, chaque histoire a ses fantômes, mais tous ne méritent pas de nous hanter éternellement. Les jours suivants, le vent continua de souffler sur la vallée, emportant avec lui l'odeur de la terre humide et des herbes écrasées. Jacques et Élisa avaient repris leur routine. Ils surveillaient le bétail et réparaient les clôtures, tandis qu'elle explorait les bois alentours, le journal à la main, comme si chaque mot pouvait éclairer un peu plus le mystère du bracelet et de la malédiction. Un matin, alors que le brouillard s'accrochait encore aux collines, Élisa remarqua quelque chose d'étrange près de l'ancienne mine. Une faible lueur bleutée, presque surnaturelle, vacillait entre les rochers. Curieuse, elle s'approcha, le cœur battant. Le journal de Silas Crowe contenait des indications cryptiques. Là où le fer touche la pierre, la vérité dort. Elle se demanda si cette lumière n'était pas la clé de tout ce qu'elle avait traversé. « Jacques, viens voir », appela-t-elle, une pointe de crainte dans la voix. Il la rejoignit, le fusil à l'épaule. Ses yeux perçants se plissèrent alors qu'il observait la lueur danser entre les rochers. « Ce n'est pas naturel », murmura-t-il. Ils s'approchèrent ensemble, les pas étouffés par la mousse et la terre humide. Au centre d'un petit creux, ils découvrirent une boîte métallique, rouillée mais intacte. Gravé dessus, un symbole qu'Élisa reconnut aussitôt. Un corbeau, elle déployait, identique à celui qu'elle avait vu dans le journal de Silas. Jacques la déposa doucement au sol et l'ouvrit. À l'intérieur, des lettres anciennes, pliées et jaunies par le temps, ainsi qu'un petit médaillon en argent gravé d'initiales, SC. Élisa lut à voix haute. « À celui ou celle qui trouvera ceci, sache que le mal n'est pas dans la terre ni dans les hommes, mais dans ceux que l'on choisit de croire. Protégez ceux qui sont innocents et laissez les ombres derrière vous. » Jacques resta silencieux, ses doigts serrant le bord de la boîte. La voix d'Élisa trembla légèrement. « C'est lui qui a semé tout ça, la peur, les rumeurs, tout ce temps. Et toi, dit Jacques, tu vas arrêter de croire à ces histoires, ajouta-t-il en posant une main rassurante sur son épaule. Le vent se leva soudain, balayant la poussière et les feuilles mortes, comme pour emporter les derniers vestiges de la malédiction. Mais alors qu'il se redressait, une ombre se glissa entre les arbres, silencieuse et rapide. Un frisson glacial parcourut Élisa. « Jacques, quelque chose nous observe, chuchota-t-elle. Le cow-boy fit pivoter son fusil, les yeux sondant la forêt. Rien. Puis, un rire rauque et distant résonna, un écho familier, métallique. « Silas » murmura-t-elle. Jacques fronça les sourcils. La tension monta, lourde, comme si la vallée retenait son souffle. Ils avaient cru que la vérité suffirait à apaiser les fantômes, mais certains secrets n'attendent pas d'être découverts pour se manifester. Élisa serra le médaillon dans sa main. « Peu importe ce qui vient, » dit-elle d'une voix plus ferme, « nous sommes prêts. » Jacques acquiesça. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que la peur n'était plus la sienne, mais celle des ténèbres qui s'avançaient. Et pour la première fois, il sut qu'il ne laisserait plus jamais une innocence se perdre pour des mensonges anciens. Le soleil descendait à l'horizon, projetant de longues ombres sur la vallée. Et quelque part, dans les bois, une silhouette bougea, prête à révéler si la malédiction avait vraiment pris fin, ou si elle n'avait fait que commencer. Le crépuscule tomba rapidement, teintant la vallée de nuances rougeâtres et violettes. Jacques et Élisa s'étaient installés derrière un amas de rochers près de la vieille mine, guettant la silhouette aperçue plus tôt. Le médaillon d'Élisa brillait faiblement, comme si lui-même pulsait au rythme du danger. Un craquement sec retentit dans les bois. Jacques leva son fusil, les muscles tendus, tandis qu'Élisa se tenait derrière lui, le souffle court. La silhouette se détacha enfin de l'ombre. Un homme grand, mince, appuyé sur une canne qui trahissait sa faiblesse, mais dont les yeux brillaient d'une intelligence froide et implacable. « Vous ne deviez pas revenir », murmura la voix rauque. Élisa reconnut immédiatement le timbre, Silas Crowe. Elle sentit un frisson lui remonter l'échine. « Vous avez semé la peur pendant des décennies », reprit-elle avec colère. « Pourquoi ? La peur est un outil efficace, répondit-il calmement. Les hommes se calment quand ils croient aux malédictions. Ils obéissent quand ils ont peur. Et toi, tu as osé défier ce cycle. » Jacques s'avança, les bottes crissant sur les cailloux. « Le temps des histoires pour effrayer les innocents est fini, Crowe. Aujourd'hui, on arrête de jouer à tes jeux. » Silas sourit, un rictus glacial. Il leva sa canne et une petite trousse tomba à ses pieds.
Jacques s'accroupit et la ramassa. À l'intérieur, des lettres, des photos anciennes, des preuves que Crow avait manipulé tout le village. « Tout ceci, vous l'avez fait » demanda Elisa, incrédule. « Tout » répondit-il simplement. « Même les incendies, même les morts. La peur nourrit les hommes, et moi, je me nourrissais de leur peur. » Elisa serra le médaillon dans sa main. La colère et la peur se mêlaient dans ses yeux. « Vous n'aurez plus ce pouvoir sur personne. » Silas ricana, mais derrière son sourire, une étincelle d'inquiétude apparut. Jacques et Elisa échangèrent un regard silencieux. Ils savaient qu'il fallait agir vite. Le vent se leva soudain, soulevant feuilles et poussière. Jacques fit signe à Elisa de reculer. Ensemble, ils encerclèrent Silas. Mais l'homme, rusé et rapide malgré son âge, tenta de fuir vers la forêt. Jacques se précipita et l'attrapa par le manteau. La lutte fut brève, mais intense. Silas trébucha et tomba sur le sol, les yeux brûlants d'une fureur contenue. « Vous n'avez rien compris, souffla-t-il. »« Aussi, murmura Jacques. On a compris que tes fantômes n'existent que parce que toi tu les as créés. » Elisa s'agenouilla à côté de lui, le regard dur. « Et maintenant, il est temps que la vérité éclaire enfin cette vallée. » Jacques et Elisa sortirent du sac de Silas une liasse de lettres et de documents qui l'emportèrent jusqu'au village. Le lendemain matin, devant toute la communauté, ils révélèrent les manipulations de Crow. Incendies orchestrés, mensonges sur la malédiction, intimidation. La peur s'effrita comme neige au soleil. Les regards baissés, les villageois réalisèrent l'ampleur de leur aveuglement. Silas Crow, démasqué et vaincu, fut conduit hors du village, les mains liées. Il savait que ses ruses ne fonctionneraient plus. Et pour la première fois, il ne pouvait plus nourrir sa peur. Elisa serra le médaillon, un sourire timide sur les lèvres. « La malédiction n'a jamais existé, dit-elle. Seulement ceux qui croyaient aveuglément. » Jacques posa une main sur son épaule. « Et maintenant, tu peux décider de ton propre destin. » Le vent souffla à travers la vallée, plus léger, presque doux. Le passé n'avait pas disparu, mais il avait enfin trouvé sa place. Les fantômes s'étaient retirés, et pour la première fois depuis des années, Jacques et Elisa pouvaient regarder l'horizon sans crainte. Et dans ce silence apaisé, la promesse d'un nouveau départ se faisait sentir. La peur avait été vaincue, la vérité révélée, et la vie reprenait, prête à écrire ses propres histoires.